bonjour à tous. Par contre, je voudrais, s'il vous plaît, que vous me disiez si vous voyez mon diaporama et si vous m'entendez, parce que les retours sont pas terribles sur mon ordinateur. Dites-moi juste si ça va ou pas. Ça serait bien que ce soit un petit peu plus fort. OK. En général, moi, je peux crier plus fort, mais peut-être est-ce qu'il faut demander à la régie de monter un petit peu le son. Mais sinon, vous voyez mon diaporama, c'est ça, hein? Ouais, OK. Alors, on a donc une petite demi-heure à passer ensemble. J'ai vu ce matin que vous aviez eu des conférences prestigieuses, hein, déjà autour de l'obésité. C'est un sujet que vous avez commencé, enfin, que vous connaissez bien et que vous avez commencé à explorer. Et on va, pour commencer l'après-midi, parler de choses peut-être un petit peu rugueuses. J'espère que ça va réussir à vous intéresser sur l'exploration fonctionnelle un petit peu en général, et puis bien sûr la question sur l'obésité. Alors, euh, pour arriver à être dans le vent en 2023, je pense qu'il est indispensable qu'on fasse un petit rappel quant à la façon dont on doit interpréter les explorations fonctionnelles en 2023. L'idée, hein, c'est de rappeler que les limites inférieures de normal à 80% de la valeur de référence, ce n'est pas une très bonne idée. Juste pour vous rappeler qu'il existe désormais des équations qui permettent de calculer les valeurs de référence ou valeurs prédites. Ces équations, les dernières, ont été élaborées par un groupe qui s'appelle le GLI, hein. C'est un groupe qui est devenu une task force, autrement dit, qui a été coopté par les sociétés savantes, la plupart des sociétés savantes. Ça regroupe tout un tas de compétences, ça permet de colliger énormément de données de sujets normaux pour vraiment savoir quelle est la bonne valeur de référence pour un sujet donné. C'est une base qui est ouverte en permanence, donc on peut, au fur et à mesure des années, affiner ces équations. Et puis, ça permet aussi et surtout d'obtenir des équations qui sont compatibles entre elles. Autrement dit, l'idée n'est pas d'avoir des équations pour les débits faites à partir d'une population, et puis les équations pour les volumes faites à partir d'une autre population, et puis enfin les équations pour la DLCO faites avec une troisième population. Ce qui donne, vous le savez, hein, en tant que pneumologue, des choses qui ne sont pas toujours faciles à interpréter. Donc, les équations sont dites universelles. Et puis, mon message surtout, c'est la façon qu'on a de déterminer les limites de normalité, autrement dit, à partir de quand une valeur qu'on mesure chez un sujet est anormale. Et dans l'obésité, c'est important parce que quand on parle de syndrome restrictif, on va regarder la capacité pulmonaire totale et puis je vais essayer de vous montrer que 80%, ce n'est pas la bonne façon d'interpréter les explorations. Vous savez que on aime bien de plus en plus en EFR depuis une dizaine d'années utiliser le Z-score. Et le Z-score, c'est quoi? C'est une grandeur qui est sans dimension, hein. C'est pas des litres, c'est pas des millimètres de mercure, c'est juste une grandeur sans dimension et qui traduit l'écart qu'une mesure a par rapport à la valeur de référence. Vous connaissez quelque chose qui vous a donné mal à la tête, hein, dans le temps, donc une distribution gaussienne. Et un Z-score est une valeur complètement abstraite qui, quand elle est égale à 0, signifie que la valeur que vous mesurez chez un sujet donné, que vous avez en face de vous dans votre salle de consultation, la valeur de votre sujet est égale à la valeur de référence. C'est comme si vous aviez un Z-score à 0, ça veut dire que le patient, il a 100% de la valeur prédite. Et puis, un Z-score négatif, ça veut dire que la valeur observée est plus petite que la valeur prédite. Et puis, un Z-score positif, ça veut dire que la valeur observée est plus grande que la valeur prédite. Et enfin, l'idée générale, avec un petit p égal à 0,05, hein, comme toujours en statistique, c'est de mettre une limite inférieure de normale à 1,64 écart type à gauche de la distribution médiane, de la moyenne en l'occurrence. Et je vais essayer de vous convaincre qu'on ne parlera de valeurs trop basses en exploration fonctionnelle respiratoire que lorsque le Z-score sera inférieur à moins 1,64. Pourquoi? Eh bien parce que la limite inférieure de normale à 80% de la valeur prédite, pour ceux d'entre vous qui se souviennent de ce qu'est un écart type,
eh bien 80% de la valeur prédite, ça ne préjuge pas de fameux écart type. Et donc, si moi je vous dis que, et si vous me croyez que la limite inférieure de valeur normale, elle est ici, hein, sur cette zone-là, est-ce que le 80%, il est là? Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est là? On n'en sait rien. Donc, en 2023, la limite inférieure de normale, c'est pas 80%, c'est pas 70%, c'est pas 90%. On s'est tous mis d'accord, mais peut-être qu'on a tort, hein, pour dire qu'on la met à une zone où on ne fait une erreur que dans 5% des cas. Hein, c'est le fameux P égale 0,05, encore une fois, de la statistique. Et en faisant comme ça, on arrive à ne pas diagnostiquer par défaut ou par excès des anomalies, et en particulier des troubles restrictifs chez les patients obèses. Cette figure, normalement, elle va vous faire un petit peu peur, mais c'est juste pour vous dire que l'écart type ou le coefficient de variation, ce qui revient un petit peu au même, hein, de toutes les grandeurs qui vont nous intéresser là, dans un tout petit moment, donc CRF, hein, vous connaissez les acronymes, hein, capacité résiduelle fonctionnelle, capacité pulmonaire totale, volume résiduel sur CPT, etc. Eh bien, et puis, volume de réserve expiratoire, hein, qui est très anormal dans l'obésité. Hein, le volume de réserve expiratoire, on va le voir dans 2 secondes, est très bas chez les patients obèses. Eh bien, l'écart type de ces valeurs en fonction de l'âge est très variable. Et donc, si vous prenez 80% chez tout le monde, vous avez de bonnes chances d'avoir des très, très grandes différences par rapport à la valeur limite inférieure de normale statistique. Je vous donne l'information. En 20 minutes, c'est très difficile de décortiquer ça. Mais le message clé, c'est on pourrait mettre une limite fixe à 80% si la variabilité, si l'écart type était le même, quel que soit l'âge, pour toutes les valeurs de fonction. Or, ce n'est pas le cas. Donc, après ce rappel très indigeste après le repas, on va passer à l'obésité. Donc, je passe très vite sur les définitions que vous avez vues plein de fois. Et pour rappeler simplement que la définition de l'obésité, c'est fait à partir de l'indice de masse corporelle. Donc, c'est simple, c'est sympa, c'est simple, c'est pratique. Mais pour ce qui concerne les explorations de la fonction respiratoire, l'IMC, ça ne préjuge pas de la distribution de la graisse. Et on le sait en tant que pneumologue, les anomalies de la fonction respiratoire, ventilatoire en particulier, on les attendra surtout chez les patients qui ont une obésité centrale, c'est-à-dire quand ils ont de la graisse abdominale et thoracique, avec des dépôts de graisse, encore une fois, thoraciques, abdominaux, dans les organes viscéraux. Donc, c'est les silhouettes dites en forme de pomme. Et l'obésité dite périphérique ou gynoïde, moi je ne suis pas un spécialiste mondial de l'obésité, mais en tout cas, lorsque le dépôt de graisse se fait ailleurs que dans le thorax et dans l'abdomen, les IMC peuvent être strictement les mêmes, mais par contre, là, on n'attend pas d'anomalies de fonction respiratoire liées à l'obésité. Donc déjà, on a un œil de clinicien et quand on voit une anomalie de fonction respiratoire chez quelqu'un qui a une obésité gynoïde, il ne faudra pas dire que c'est l'obésité, il faudra penser à une autre cause d'anomalie. Alors que, à l'inverse, quand on verra un patient avec une obésité centrale, hein, abdominale et thoracique, je ne dis pas qu'il y aura toujours des anomalies, c'est ce qu'on va le voir, mais c'est ce qu'on va voir tout de suite, mais on sera attiré par cette distribution de graisse qui nous dira, tiens, peut-être qu'il y a une anomalie de ventilation ou de rapport ventilation-perfusion ou autre qui est en rapport direct avec l'obésité. Donc, l'obésité androïde a davantage de retentissement sur la mécanique pulmonaire que l'obésité gynoïde, et puis probablement, enfin, de façon certaine, est plus associée à l'inflammation systémique et au syndrome métabolique. Et cette inflammation systémique a peut-être, pour certains auteurs et dans certaines circonstances, une répercussion pulmonaire, en particulier sur la réactivité bronchique, même si le lien est quand même assez faible. Alors, la répercussion de cette distribution, enfin, disons que la graisse peut avoir une répercussion sur la mécanique pulmonaire et thoracique, pulmonaire surtout, et je me suis permis de vous remettre quelque chose que vous avez là aussi tous vu et que vous enseignez peut-être, s'il y a des enseignants parmi vous, qui sont les courbes pression-volume, là en l'occurrence d'un ballon de baudruche, hein. Mais pour les poumons et la cage thoracique, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que vous avez vu ce matin, je me suis connecté, j'ai vu des très 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 belles conférences sur le syndrome obésité et hypoventilation, par exemple. Donc vous savez que lorsque les poumons sont trop peu gonflés,
c'est comme un ballon de baudruche, il faut souffler beaucoup pour gagner peu de volume. C'est ce qu'on appelle une compliance faible. Donc, la compliance est faible à bas volume pour le ballon de baudruche, mais pour les poumons, c'est pareil. La compliance est bonne au volume intermédiaire, et puis, ce n'est pas le sujet du jour, mais quand il y a une distension, comme dans l'emphysème, par exemple, la compliance redevient faible. C'est comme le ballon, avant qu'il explose, la compliance redevient faible. Eh bien, si on regarde ce qui se passe chez les sujets normaux, voici la courbe pression-volume des poumons d'un sujet normal. Voici la courbe pression-volume de la cage thoracique d'un sujet normal. Et puis, comme l'ensemble poumon à droite et cage thoracique à gauche, bah, ils sont liés hein, tant qu'on est vivant, il y a un point où le poumon tire d'un certain côté, la cage thoracique tire de l'autre d'une valeur strictement égale en valeur absolue mais opposée. Et puis ça, c'est le point d'équilibre, hein, c'est un petit peu le point d'équilibre du ressort. C'est ce qu'on appelle le volume de relaxation et ce qui correspond à ce qu'on mesure en général comme la capacité résiduelle fonctionnelle. Donc, voici une autre façon de faire la fonction respiratoire. Hein. On a ici la CRF, on a ici la capacité pulmonaire totale, on a ici la capacité vitale. Et puis, vous avez suivi, hein, entre le volume de relaxation et le volume résiduel, où est-ce que je suis? On est là. On a, entre ma flèche ici et ici, on a ce qu'on appelle le volume de réserve expiratoire. Alors, regardez bien ce qui se passe lorsqu'il existe une diminution de la compliance de la paroi. Donc, vous voyez, hein, j'ai fait baisser la compliance de la paroi. C'est ce qui se passe hein, chez les patients très obèses. La paroi thoracique a un petit peu, globalement, hein, un petit peu plus de mal thoraco-abdominal à bouger. Donc, il faut tirer plus, vous voyez, hein, il faut mettre plus de pression pour gagner le même volume. Eh bien, le point d'équilibre, il se fait un petit peu plus bas. Donc, chez les sujets obèses, ne serait-ce qu'à cause de la paroi, on a une capacité résiduelle fonctionnelle qui baisse. On a un volume, une capacité pulmonaire totale qui baisse un petit peu, pas tant que ça. Et puis regardez surtout, je reviens en arrière, regardez la capacité vitale. Elle est là, entre ces deux points, hein, volume résiduel et capacité pulmonaire totale. Et quand on baisse les deux valeurs d'à peu près la même quantité, eh bien, la capacité vitale ne bouge pas tant que ça. Et c'est ce qu'on constate chez nos patients. C'est-à-dire qu'on constate que pour des obésités, même parfois déjà un petit peu importantes, ils ont une capacité pulmonaire totale qui a baissé un peu, un volume résiduel qui a peu bougé, un petit peu, mais pas tant que ça. Par contre, la CRF a beaucoup bougé et la capacité vitale a très peu bougé. Donc, les patients, message, hein, ils gardent longtemps une capacité vitale normale, même si les autres volumes ont pu baisser. Et quand vous voyez des patients avec une obésité, ils ont bien souvent aussi une compliance pulmonaire qui baisse. Et si on isole les deux éléments, encore une fois, on a à peu près le même résultat qui peut se cumuler avec une baisse de la compliance thoracique. Là encore, plus on va baisser la compliance thoracique et pulmonaire, plus on va baisser la capacité résiduelle fonctionnelle, on va baisser le volume de réserve expiratoire, on va assez peu changer le volume résiduel et on va longtemps conserver la capacité vitale. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir là. Je vous donne juste l'explication physiopathologique de la baisse des volumes et surtout de certains volumes, en particulier du volume de réserve expiratoire et de la CRF et du maintien longtemps de la capacité vitale. Et si on veut récapituler, j'ai mis contrairement à une idée reçue, le syndrome restrictif vrai et peu fréquent. Vrai, c'est quand on le définit avec la limite inférieure de normal. Et le message est, chez un patient obèse, un trouble restrictif sévère, il faut toujours envisager une autre cause, soit associée, soit connexe. Hein. Ne pas s'arrêter sur l'obésité pour dire, bah oui, on a des volumes très très bas, y compris sur la capacité pulmonaire totale, y compris sur la capacité la capacité vitale, ne pas s'arrêter à l'obésité pour dire c'est l'obésité toute seule qui est responsable de tout ça. Il faut envisager un diagnostic alternatif. Par contre, la CRF est toujours basse. Le volume de réserve expiratoire est parfois complètement nul, c'est-à-dire qu'on a une capacité résiduelle fonctionnelle qui est égale au volume résiduel. Les patients, en gros, hein, quand ils sont en position de repos, ils ne peuvent plus expirer davantage. Chose qu'on est capable de faire. On a tous à peu près 1 ou 2 litres de volume de réserve expiratoire. Les patients obèses, parfois, ils ont 0. Capacité vitale qui est longtemps normale, voire même un petit peu augmentée chez les patients assez peu obèses.
et il y a assez peu de conséquences sur le diamètre des voies respiratoires, sauf asthme induit par l'obésité. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, parce que comme la compliance pulmonaire est augmentée, le poumon tire un peu plus sur les bronches, ce qui permet de maintenir un calibre bronchique. Par contre, il y a très souvent des hétérogénéités de ventilation. Les zones des sommets sont un peu plus ventilées que chez les sujets normaux, alors que les zones des bases sont un peu moins ventilées que chez les sujets normaux, ce qui peut créer des troubles de l'hématose. On verra un cas clinique pour conclure. Alors, le temps passe vite. Je vais quand même vous donner quelques mots sur la DLCO pour vous rappeler que c'est un test absolument non spécifique qui consiste à faire rentrer un gaz et puis à regarder comment il va se mélanger aux globules rouges. Il faut bien sûr qu'il arrive à passer dans tout le compartiment gazeux, traverser les membranes pour aller jusqu'aux globules rouges. On définit ce qu'on appelle un volume alvéolaire en général, vous connaissez, pour calculer la DLCO. Et puis, je vous rappelle que la DLCO ou TLCO, c'est une variable calculée à partir de deux grandeurs, et pas l'inverse, à partir de ce qu'on appelle le KCO, qu'on va redéfinir tout de suite, et puis du volume alvéolaire dont je viens de vous parler. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme anomalie possible de DLCO chez les sujets obèses? Première chose, pour ceux d'entre vous qui mesurent des DLCO, vous savez que les sujets obèses parfois ont du mal à remplir complètement leurs poumons lors d'un test en apnée. Comme on mesure la DLCO, autrement dit, ils ont une capacité vitale inspirée qui peut être un petit peu trop basse, en tout cas plus basse que la capacité vitale mesurée par ailleurs. Et si on a une capacité vitale basse, on a un volume alvéolaire bas. Je vous rappelle, volume alvéolaire fois KCO égale DLCO. Donc une DLCO un petit peu basse, ça peut être lié simplement au fait que le patient a eu du mal à faire son test avec une capacité vitale inspirée basse. Vous pouvez avoir un patient qui a un authentique syndrome restrictif, donc il a un volume alvéolaire bas parce qu'il a un syndrome restrictif, CVI qui est basse. Et puis, vous pouvez avoir des patients, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, qui ont des hétérogénéités ventilatoires, dont le gaz, lors du test, a du mal à arriver jusqu'à la membrane. Et à ce moment-là, encore une fois, on n'a pas le temps de détailler, mais ça contribue aussi à diminuer le volume alvéolaire. Le KCO, un seul message, c'est la vitesse de disparition du CO dans les poumons à partir du T0, c'est-à-dire du début de l'apnée jusqu'au T 10 secondes, à peu près la fin de l'apnée. Donc le fameux K, ça décrit la vitesse avec laquelle le CO est pris en charge dans les vaisseaux, vitesse donc de disparition du CO depuis des poumons. Et là, c'est un des 2-3 messages de ce topo, c'est que lorsque il y a des poumons normaux, ce qui peut être souvent le cas dans l'obésité, des poumons normaux, mais qui ne s'expandent pas suffisamment, eh ben, la densité de vaisseaux est plus importante. Si vous avez des poumons normaux qui ne sont pas très gonflés, il y a davantage de vaisseaux par unité de volume, et donc, vous avez une vitesse de disparition du CO qui est plus élevée. Message dit encore autrement, un patient obèse qui a un trouble ventilatoire restrictif, s'il a des poumons normaux, il aura un KCO plus élevé que la valeur attendue. Et ça, c'est un message extrêmement important pour comprendre une anomalie, par exemple, de l'hématose. On verra tout à l'heure dans le cas clinique. Si vous avez un KCO à 80% chez un patient restrictif, c'est qu'il a des poumons anormaux. Faites l'expérience sur vous-même si vous voulez, si vous avez des cabines de DLCO. Si on mime un trouble restrictif avec des poumons normaux, on a un KCO à 120-130% de la valeur de référence parce qu'on augmente la densité de vaisseaux. Donc là, on n'a vraiment pas le temps de détailler, mais ça, c'est un schéma que je vous laisserai, je vais vous envoyer le diaporama qui vous permettra de voir que j'ai donné mon message. On n'a pas le temps de s'arrêter là-dessus. Et puis, il y a évidemment des patients obèses qui peuvent avoir une autre maladie. Et si vous avez un KCO alors ça, c'est une autre, excusez-moi, parce que je ne vois pas la tête de mon diaporama. Les patients obèses ont parfois aussi, vous l'avez vu ce matin, des troubles ventilatoires du sommeil, voire des syndromes obésité-hypoventilation qui peuvent générer des polyglobulies, et ils génèrent tous, pour ventiler, une dépression intrathoracique qui est importante.
ce qui fait que les vaisseaux sont remplis de sang et c'est une autre explication pour avoir un KCO élevé. Et quand on regarde quels sont les patients qui ont des DLCO élevés, eh ben, vous voyez en tête de pont l'obésité. Alors, les gaz du sang, on va passer très vite parce que vous savez que tout patient peut avoir une anomalie de l'hématose. On va essayer de regarder sur un cas clinique tout à l'heure. 3 ou 4 exemples avant un cas clinique. Je vois qu'on a bientôt fini le diaporama, mais on a commencé avec un petit peu de retard. Juste ça, ce sont des données personnelles pour rappeler que des adolescents, je ne dis pas des adultes, hein, des adolescents de 14-15 ans, même avec des obésités énormes, hein, des indices de masse corporelle à 45-50, ont des explorations fonctionnelles de repos et d'effort normales. Donc là, c'est pareil, pour ceux qui veulent, vous regarderez les données brutes, mais le message est, même dans la grande obésité, les adolescents ont des EFR de repos et d'exercice qui sont strictement normales. On passe très vite. Je passe très très vite aussi sur les changements de poids, j'ai bientôt terminé, hein. Les patients qui prennent de la masse grasse sont les patients qui vont le plus diminuer leur VMS. Là, c'est une étude longitudinale, hein. Il y a une corrélation entre la prise de masse grasse et la baisse de VMS, la baisse de capacité vitale, la baisse de capacité pulmonaire totale, la baisse de CRF. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une grosse corrélation entre la CRF et la prise de masse grasse. Par contre, très peu de modifications de DLCO. On a beau prendre du gras, ça ne change rien à la DLCO. Et je vous l'ai dit il y a 2 secondes, ça fait même monter le KCO. Donc, relation inverse, hein, si vous êtes restrictif, vous comprimez votre poumon, mais votre poumon, il est toujours normal, donc le CO disparaît plus vite. Je passe là-dessus parce qu'on n'a pas le temps. Quel message? Alors, juste avant le cas clinique, les messages, c'est interprétons les EFR selon les recommandations du GLI, avec des limites inférieures de normale définies statistiquement, parce que sinon, on risque de dire des grosses bêtises sur les troubles restrictifs en particulier. N'oublions pas que chez un patient qui a un trouble restrictif, tant que ses poumons sont normaux, son KCO augmente, sinon c'est qu'il y a une anomalie. L'obésité a peu de conséquences sur la fonction de repos et d'exercice chez les adolescents. Et puis, j'ai passé sur les diapos, mais tout ça, ça peut être réversible. Une grande partie des anomalies constatées peuvent être réversibles. Autrement dit, la perte de poids s'accompagne souvent d'une normalisation ou d'une grande amélioration de ces paramètres. Et puis, pour terminer, regardez juste. Une patiente de 70 ans avec une bonne obésité, qui a un syndrome d'apnée de sommeil qui est traité de façon efficace, qui consulte pour une dyspnée. Vous voyez qu'elle est très hypoxémique, très, très hypoxémique, mais elle n'a pas d'hypoventilation alvéolaire. Elle a un trouble restrictif, même pas, on ne sait pas. Elle a une capacité vitale qui est quasiment normale. Elle a un VMS et un VR qui sont normaux, une DLCO qui est encore normale, et puis vous voyez un KCO qui est élevé. Donc finalement, tous ces volumes, tout ça, ce n'est pas tant le problème. Et vu la sévérité de l'hématose, la question est, qui lui a été posée, est-ce qu'elle a un shunt anatomique? Et ça, c'est un cas clinique.